Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être au rendez-vous de notre forum d'échange, ça se discute. Je vais commencer par saluer Mohamed Liamidi, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. De l'autre côté, Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet Juriste et Associé. Julio, bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir Liamidi et aux téléspectateurs qui nous suivent. Je vais peut-être commencer par vous, puisque vous êtes formateur également. Cette question, cette histoire de faux diplôme, le Nigeria qui accuse, le Bénin qui vient de clarifier, on pensait qu'on était quelque peu, je ne dirais pas immunisé, que ce type de fraude, on pensait en avoir fini avec. Là, ça nous revient, on va dire, presque à la figure d'une manière un peu plus, on va dire, factuelle, puisqu'il s'agit d'un journaliste qui, de son investigation, a pu démontrer qu'il y avait un système de fraude manifestement orchestré par certaines écoles, certaines structures d'enseignement. Oui, en vérité, ce n'est pas, dans cette affaire, ce n'est pas le Bénin qui est engagé. Et je dirais même que peut-être que les autorités nigérianes se sont mépris en fait sur le système aujourd'hui de délivrance de diplômes au Bénin. Parce que vous savez, depuis 2017, il y a la refonte du système universitaire, notamment au niveau des établissements privés d'enseignement technique. De sorte qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun établissement d'enseignement privé, un établissement d'enseignement tout court, d'enseignement supérieur qui délivre des diplômes, puisque avant c'était le cas et la question de co-signature revient. Aujourd'hui, le système adopté par le Bénin, c'est que les étudiants se font former en licence master, passent un diplôme, un examen national, au thème duquel, s'ils sont admis, leur diplôme est signé de la direction des examens et concours de l'enseignement supérieur et de la direction générale de l'enseignement supérieur. De sorte qu'aujourd'hui au Bénin, aucun établissement d'enseignement supérieur n'est habilité à délivrer un diplôme pour quelque formation que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que, à côté du mécanisme que l'État a mis en place, il y a des établissements, il y en a certains qui ne sont pas homologués du tout, qui se permettent de faire des formations maison pour lesquelles ils délivrent des diplômes. Ça n'engage que. Il y en a qui, bien n'ayant en fait l'homologation pour l'accréditation du moins, pour un certain nombre de formations, vont au-delà de ces formations. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas présenter des candidats aux examens pour un certain nombre de formations pour lesquelles ils ne sont pas accrédités. À partir de ce moment-là, ils délivrent, ces écoles du moins, elles délivrent des diplômes que l'on appelle les diplômes maison. Et il y a lieu de saluer, en fait, comment dire, cette investigation poussée, en fait, de la presse nigériane qui nous a permis puisque nous le savions, et c'est pour contrer tout cela que le mécanisme dont je parlais tout à l'heure a été mis en œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas, je le dis, ce n'est pas l'État ou le mécanisme formel qui est engagé, mais il s'agit en fait de structures privées qui opèrent, d'accord, au travers de la loi. Et je pense qu'en fait, nos autorités sauront prendre leurs responsabilités. Nos autorités sauront prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette méprise? Évidemment que cette méconnaissance de la part des autorités nigérianes ramène un problème que nous connaissons déjà et qui peut-être certains avaient peut-être fait d'oublier que c'est réglé, en réalité c'est pas réglé. Et là le problème revient en face. Et pour moi, ce qui a le débat qui se pose pour moi, parce que j'ai lu la réaction du directeur général de l'enseignement supérieur qui a été une réaction prompte et qui a fait, je sais pas, apporter, je dirais, à la connaissance de la partie nigériane l'actualité béninoise en ce qui concerne d'abord la question des curricula, ensuite
la délivrance, comment est-ce que les diplômes sont délivrés ici avec un système justement sur ce point, vous vous en rappelez peut-être, il y a quelques années, il y avait cette question qui était déjà sur la table. Pourquoi aujourd'hui les autorités béninoises sont obligées de repréciser ces points-là aux autorités nigérianes? Parce qu'à cette époque-là, on aurait pu comprendre que, voilà, avec les réformes qui ont été menées en ce sens, qu'un pays comme le Nigeria, en tout cas les autorités en soient informées, d'autant plus qu'il y a plein d'étudiants, beaucoup d'étudiants nigérians sur notre sol. On s'étonne que ce soit à la faveur de ce problème qui n'est pas si méconnu que ça, qu'on en soit aujourd'hui à vouloir informer les autorités nigérianes de la chose. Oui, c'est là qu'on peut se rendre compte que, comment je vais dire, que ce qui devait être fait n'a pas été fait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout, que quelque part à un moment on s'est dit, bon, par rapport à ce qu'on a obtenu comme résultat ou par rapport au pas qui a été fait, on peut déjà s'arrêter là. C'est ça en fait, c'est là que le problème se pose. Il fallait aller jusqu'au bout et suivre pour voir ce que nous avons commencé par faire là, quels peuvent être les aspects que nous n'avons pas vus, commencer par évaluer pour voir quel est l'entendement même au-delà du... C'est-à-dire qu'en quittant le pays, quel est l'entendement qu'on peut avoir de ça ailleurs, à commencer par les pays qui sont nos voisins. Parce que la direction, pour ne pas dire le ministère de l'enseignement supérieur, n'est pas sans savoir que il y a bon nombre d'étudiants qui proviennent des pays, surtout comme le Nigeria. Ce problème d'ailleurs du Nigeria là n'est pas un problème nouveau. Et ce qui a posé par ailleurs le problème de toujours, qui est le problème au niveau de la formation de la section anglophone. Bon, en réalité, précisons les termes sont positifs, c'est pas un problème. Plutôt, c'est un avantage pour notre système. Ça fait rentrer des devis, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Oui, donc... là où j'allais en venir, là où le problème se pose, c'est au niveau en fait de dire que il y a ce que le ministère a autorisé, c'est-à-dire que ce que l'État béninois a autorisé, ce que l'État béninois n'a pas autorisé. C'est formé, c'est-à-dire que le problème ne se pose pas en termes d'universités qui forment des gens qui viennent peut-être du Nigeria ou du Togo, non. C'est-à-dire les curricula ont été établis, les cours se déroulent dans tel. On ne vous a pas autorisé à dérouler les cours dans la section anglophone. Bon, voilà en fait le problème qui s'est toujours posé. Et donc quand ce problème se pose, on n'est pas allé au bout parce que dans la réponse du directeur général de l'enseignement, il a parlé des établissements qui ne sont pas autorisés, d'une part, et d'autre part, qui ne sont pas autorisés au niveau de la section anglophone. Et par rapport à ça, et vous dites que les gens opèrent dans l'illégalité. Quand les gens opèrent dans l'illégalité, moi, en réalité, je me rappelle à l'époque, en 2017, je me suis dit, bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que l'État doit être impuissant par rapport à ça? Parce que c'est à la limite comme si l'État était impuissant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout, pour dire, on ne peut pas surveiller tout le monde pour dire, mais dès lors qu'on sait, c'est-à-dire il ne faut jamais arrêter, c'est comme une traque. Je ne dis pas qu'il faut opérer de la même manière que l'on le fait avec la cybercriminalité, mais à peu près ça revient à un truc comme ça pour dire, la veille doit être permanente pour dire ce que nous n'avons pas autorisé, si les gens vont au travers de ce que nous avons autorisé, il faut qu'on leur applique la loi. Il faut qu'on leur montre que l'autorité est là et que l'autorité veille. Sinon, il y aura toujours des situations comme ça. Même si on vient rappeler par ailleurs, ça jette quelque peu le discrédit sur le système éducatif et donc sur ce qui est fait ici. Maintenant, le temps de rattraper avec des réponses, des communiqués, c'est tout un autre aspect. C'est déjà bien de réagir promptement. Pour moi, c'est l'occasion pour... C'est-à-dire que pour reprendre là où on s'était arrêté, pour dire bon, on s'était arrêté à tel endroit, on a pu aller, l'occasion maintenant, ça conforte que l'idée de faire la réforme pour dire seul l'État délivre le diplôme après que l'on ait vérifié que vous avez effectivement suivi le cours, la formation comme il faut. Donc, ça conforte dans cette idée que la réforme était nécessaire et donc elle est menée. Il faut maintenant aller plus loin pour s'assurer que soit ça respecté. Soit ça respecté, que des histoires comme ça, on fera en sorte que ça vienne de moins en moins. Parce que mais Julio Tomiti, peut-être toujours téméraires. Vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que ces diplômes ne sont pas des diplômes nationaux qu'elles ne sont pas des diplômes? Je vais donner un exemple très simple. Il y a ailleurs ce qu'on appelle les diplômes d'université, les diplômes d'établissement, qui ne sont pas des diplômes nationaux, qui ne rentrent pas dans dans l'architecture, disons, mise en place par l'État. Il en existe plein. Dans les universités françaises, vous en trouvez plein. Des diplômes de telle université spécifique à l'université et qui ne sont pas des diplômes nationaux.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à interdire à des établissements disons, de prendre ces initiatives? En tenant compte de notre contexte, le contexte béninois, je pense qu'il faut travailler à éviter les dégâts, donc ne pas s'aventurer en fait sur ce terrain, puisque en vérité, c'est sûr à quoi ça nous confronte. On peut parler des diplômes maison qui n'ont aucun problème, mais un diplôme acquis au bout de 2 mois de parcours, excusez du peu, ça frise. Donc là, en réalité, c'est pas le diplôme, c'est le respect du curriculum. C'est le respect du curriculum qui se pose, parce que en fait, il a été démontré, c'est ce qui a engendré les réformes entre 2016 et 2017, en fait, au niveau des universités. On s'était rendu compte à un moment donné que les gens ne suivaient plus du tout les curricula, chacun faisait d'accord en son sein ce qui lui plaît. De sorte que la formation d'un établissement à un autre pour les mêmes diplômes, pour les mêmes matières sont complètement différents. Ce qui a lieu de préciser ici, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mésintelligence en fait entre le Bénin et le Nigeria en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Je voudrais d'abord suggérer cela rapidement avant de développer. De suggérer que, comme nous l'avons fait en matière commerciale et en matière douanière, il faut en fait une sorte de coopération, d'accord, en matière de formation universitaire. Parce que, quand vous voyez un peu dans la réaction du directeur général de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire il n'a été saisi, ou bien le ministère n'a été saisi d'aucun acte formel. Il a dit expressément ceci, qu'il nous a été donné de constater à travers les réseaux sociaux que le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'entremise du ministère de l'Éducation, a suspendu le 2 janvier. À partir de ce moment-là, vous savez, les autorités du ministère ont eu l'information comme nous avons eu l'information. Alors que je considère, vous savez, comme ça se fait un peu ici. Lorsque j'ai des diplômes, par exemple, pour la question d'authenticité, lorsque j'ai des diplômes venus peut-être du Togo, du Niger, il doit y avoir un mécanisme de contrôle. Ça veut dire que les autorités béninoises doivent savoir quel est le mécanisme de délivrance de diplômes, qui est habilité à délivrer les diplômes, quelles sont les questions de signature qu'il peut avoir pour pouvoir mieux apprécier. Parce qu'on peut se demander, mais sur quelle base les gens font les authentifications de diplômes? Un pays A ne peut pas authentifier un diplôme d'un pays B sans être suffisamment renseigné en fait sur la manière dont on peut authentifier ou bien la manière dont on peut s'assurer de la crédibilité en fait de ce diplôme-là. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui a manqué d'une certaine façon. De sorte qu'en fait, les autorités nigérianes ont tout mélangé. On mélangé ce que vous êtes en train de dire là, ce qu'on peut se faire dans un établissement entre les 4 murs, et ce qui relève en fait de la responsabilité de l'État à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. De quoi il disait à l'entame que ce qui s'est passé n'engage nullement en fait le ministère ou l'enseignement supérieur béninois, parce que le mécanisme de délivrance des diplômes suit un circuit que tout le monde connaît. De sorte, je ne sais pas s'il revient aux autorités béninoises d'informer partout où peut-être les ressortissants d'autres pays qui viennent faire des formations ici et les informer, ou bien si ce sont ces pays-là de se renseigner par rapport aux pays de provenance d'un certain nombre de diplômes, comment ça se fait. J'aurais même souhaité que lorsque les autorités nigérianes ont eu cette information, de faire un peu en fait la démarche qui consiste à voir quel est le mécanisme par lequel on délivre des diplômes au Bénin pour voir situer en quelque sorte les responsabilités. Est-ce que c'est une défaillance par rapport au système en général, ou bien ce sont des faits isolés en fait d'individus? Parce que vous savez, moi je peux être ici, il y a ça qui se faisait. Je fais peut-être une sorte de formation, je nomme n'importe comment, et je fais une publicité vers des ressortissants. Je sais en fait les pools de regroupement des ressortissants d'un certain nombre de pays. Je fais de ma publicité, je dis, je donne telle formation. Les gens viennent s'inscrire, je délivre en fait des diplômes. Ce diplôme, malheureusement, portera le sceau République du Bénin, alors que en fait ça ne contraindra aucune signature d'autorité béninoise. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le diplôme se retrouve sur d'autres territoires et ça pose problème, on dira que ce diplôme provient du Bénin et que c'est un faux diplôme. Alors que, comme je le disais tantôt, ce sont des actes isolés, des individus, des personnes qui ne veulent pas s'inscrire dans le cadre formel de la droite ligne que le ministère a tracé pour que en fait nos diplômes soient aussi bien cotés chez nous qu'à l'extérieur. Ouais, le problème que je lui pose à ça, ça revient à quelque chose qu'on avait déjà dit. Si, au Nigeria, par exemple, le mécanisme de délivrance des diplômes, c'est-à-dire que si là-bas, il n'est pas permis qu'une université fabrique des diplômes et donne des diplômes aux gens,
peuvent à la limite se dire que bon, si nous on ne le fait pas, bon, ça pose le problème de méconnaissance également par ailleurs de comment la chose se fait à côté. Mais pensez déjà que bon, si on ne le fait pas ici, ils peuvent penser que ça ne se fait pas également à côté. Parce qu'en réalité, chez nous aussi, c'est pas reconnu. Avec la réforme qui vient d'être adoptée là, c'est qu'il n'y a plus de diplôme d'université. Vous suivez le cursus, vous suivez la formation, à part l'université publique. Donc, l'université, le diplôme qui est devenu, c'est le diplôme qui est le diplôme d'État. Donc, on avait fini, même c'était le meilleur moyen, à mon avis, quand même, de régler cette histoire de co-signature, de machin, qui devenait toute autre chose. Maintenant, par rapport à la question d'authentification, nous savons ici comment, quand les diplômes viennent d'ailleurs, comment on fait l'authentification chez nous ici. Maintenant, est-ce que c'est de la même manière que ça se fait dans les pays comme le Nigeria? Ça reste à savoir. Et donc, par rapport à ça, ajuster que l'intelligence alors la puisse venir au niveau des États pour dire de notre système d'enseignement ici à votre système d'enseignement là-bas. Voilà comment nous, on délivre les diplômes. Voilà comment on fait l'authentification et tout. Et tout, par ailleurs, ramène ce que j'avais déjà dit. Si, alors il n'est pas reconnu chez les autres là-bas que l'université de cette façon, c'est-à-dire que si le système de délivrance de diplôme n'est pas un truc fait dans une université comme ça, simplement, alors le problème de la question de l'autorisation et de la formation au niveau des cursus, c'est que va encore se reposer. Puis c'est ça en fait qui amène à ça. Si les gens ne sont pas autorisés et qu'ils forment des gens, et facilement les diplômes pourront porter le sceau de la République, alors que ça n'est pas vrai par rapport même à ce qui se fait, qui est reconnu ici. Donc, si, de mon point de vue, on ne trouve pas le... C'est comme si on prenait l'effet pour la cause. La cause, c'est le fait que les gens, ils forment des gens dans des secteurs qui ne sont pas autorisés, et du coup, à la fin, les gens sortent avec des diplômes comme ça, et quand ils se retrouvent ailleurs, voilà le problème que ça pose. Même si l'on arrivait à informer de l'autre côté que, bon, voilà comment nous on fait, si ce problème-là, à mon avis, n'est pas réglé, ça subsistera toujours et on reviendra encore après pour dire qu'il y a encore de tels phénomènes qui continuent de s'observer. Je te métier, la question qui se pose, on le défrichait tout à l'heure, c'est un problème de faux diplôme. Est-ce qu'il est prouvé que l'école n'avait pas d'autorisation pour ce diplôme, ou ce sont les arrangements qui ont été faits sous le dos de ce diplôme qui sont en cause? Ce sont toutes de l'explication de la direction générale de l'enseignement supérieur, ce sont les deux. Comme je disais tantôt, pour compléter un peu, vous savez, vous avez un diplôme qui porte le sceau du Bénin, et vous avez même un numéro autorisé numéro de l'établissement. Donc, quand ça sort du territoire, ça va sur nos territoires, on voit ça. Pour d'autres personnes qui voient ça, c'est un diplôme béninois. Parce que c'est à part de sceau du Bénin, l'établissement a une certaine autorisation. Ce qui se passe ici, c'est que, comme il a été dit, on parle de la session anglophone, je ne me dis pas trop, mais c'est pour des formations spécifiques qui a besoin en fait d'autorisation ou d'accréditation. Cet établissement n'a pas en fait l'accréditation en question. Le premier problème. On peut même comprendre, comme vous le dites, que l'établissement n'a pas d'accréditation, mais lorsqu'on va au fond, et ça qui permet même dans les éléments constitutifs de dépôt ou bien de l'obtention de l'accréditation, ce sont des éléments qui permettent que vous avez le corps enseignant, vous avez en fait l'espace, vous avez la documentation, ainsi de suite, et tout ça là qui contribue en fait tout cas. Maintenant, dans quelles circonstances ça a été fait pour que une formation qui est censée durer 3 ans elle pu se faire en 2 mois. Donc en fait c'est carrément en fait un mécanisme de fraude. Je ne parle même pas de 2 mois, parce que les 2 mois, c'est peut-être pour moi le temps de négociation, le temps de ce n'est pas un temps de formation en vérité, d'une certaine façon. C'est comme dans certains cas, quand les gens veulent se justifier, ils disent que c'est une validation d'acquis. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, je sais déjà faire la chose, je viens voir un établissement, je fais une démonstration de ce que oui, je veux une certification, je veux un parchemin qui prouve que je le fais. Mais là encore, c'est pour moi, en fait, ça s'inscrit dans le mécanisme de fraude. Donc ici, en fait, il y a lieu, si les établissements ou l'établissement est identifié, et ça va permettre en fait d'élargir en fait le champ d'investigation pour que cela soit décelé, pour que les acteurs, ceux qui ont fait ça, puissent véritablement répondre de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas poser des actes. En fait, c'est quand même l'université. Comme on le dit chez nous, dans notre culture, c'est le plus haut lieu du savoir. On le dit en fait chez nous en fond,
plan idéal à la force, c'est-à-dire c'est le sommet des sommets. Donc à partir de ce moment-là, c'est des éléments sur lesquels normalement on ne devrait pas s'amuser parce que ça salit en fait le sceau du Bénin ou l'image du Bénin. Et ça écorche notre image. Et en même temps, ça jette, François Xavier, ça jette un discrédit sur nous tous d'une certaine façon. Demain, vous avez une opportunité au Nigeria, vous amenez vos certifications, on peut se poser des questions. Par exemple, on dit, ah, il fut un temps, il y a eu quelque chose. Est-ce que, on a besoin de se poser des questions, d'avoir des éléments de réponse avant de faire tout ça. Donc, c'est véritablement, en fait, comment dire. Alors maintenant, comment y remédier? Comment y remédier? C'est faire une opération voilà. de salubrité publique. Voilà. Ça sera difficile. Ça sera difficile. C'est pourquoi, quand je lisais. Bon, en même temps, les écoles ne sont pas dans les garages non plus. Les déclarations, non, c'est pas ça en fait le problème. Quand je lis les déclarations des enseignements supérieurs, il disait autant les étudiants, autant les établissements sont responsables. Parce qu'il n'y a pas lieu de chercher à protéger ou à c'est des questions de négociation. Ceux qui le font, ceux qui doivent le servir, ceux qui doivent. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes jamais là en fait. Vous n'êtes jamais là pour savoir qu'est-ce qui se fait. C'est-à-dire des gens qui viennent vous voir pour dire bon, voilà, j'ai tel, j'ai besoin de postuler à telle chose, à tel truc là. Non, en fait, l'assurance qui vous donne même là, non, ce diplôme, c'est un parcours ici. Je vais l'utiliser au Ghana, je vais l'utiliser en Côte d'Ivoire, je vais l'utiliser très loin. Donc, soyez sûr que ça ne vous posera pas de problème. Moi, j'ai juste besoin de ça pour valider quelque chose. Et ils s'entendent, on paie le prix, ceux qui doivent signer préparent le diplôme et signent. Comment le ministère peut rentrer dans les relations individuelles? Sur la question de formation, le ministère peut encore faire quelque chose. Mais sur la question de délivrance de faux diplômes. Parce qu'aujourd'hui au Bénin, toute délivrance de diplôme par un établissement privé d'enseignement supérieur est un faux diplôme. Tout diplôme délivré par un établissement supérieur d'enseignement, c'est un faux diplôme parce que, en fait, les établissements supérieurs ne sont plus, privés d'enseignement supérieur, ne sont plus habilités à signer des diplômes. Quand ils signaient, on savait la question de co-signature ce que ça posait. Donc, aujourd'hui, il y a un pan qu'on peut régler de la question. C'est par rapport aux formations pour lesquelles la direction a reconnu que pour lesquelles certaines écoles ne sont pas autorisées, mais qui dispensent ces formations. On peut contrôler ça, on peut circonscrire le mal, mais dans le cas où les acteurs, c'est-à-dire demandeurs et offreurs, savent qu'ils sont en fraude, l'un le sait, compte un prix ou une rémunération, à partir de ce moment-là, je ne pense pas, en fait, lorsque les faits comme ça font voir le jour, on appelle ça, chez moi, faux en écriture privée ou publique, selon le cas, et l'infraction existe dans la matière. Sur la même question, comment, d'après vous, au-delà de ce que Julio vient de dire, j'avais même déjà posé le problème. C'est-à-dire que là où on n'autorise pas, c'est qu'on n'autorise pas. Donc il ne faut pas permettre aux gens de former les gens dans ce cas-là, que ce soit pour des cursus bien déterminés, que ce soit pour la section anglophone. On n'autorise pas. Il faut chercher, il faut faire la purge à ce niveau-là, il faut faire le nettoyage. Et ensuite, je l'ai déjà dit, quelqu'un commet une infraction, il faut le diplôme, on te prend, donc on t'applique la loi, c'est aussi simple que ça. Donc, pouvoir rechercher les individus, à tout le moins, si on ne peut pas trouver celui qui est venu chercher le diplôme, on peut au moins trouver celui qui a des non, celui qui a eu le diplôme là, est dans un travail d'investigation. Je ne dis même, bon, je suppose même que je laisse ce cas-là, parce que là, c'est une investigation qui a donné ça. Oui. Dans le cas des autres cas ou des cas. Et qu'on devrait remercier d'ailleurs. Et qu'on devrait remercier dans les cas de. Bon, peut-être. Qu'on devrait décorer. Bon, pour ceux qui ont demandé. Donc, dans les autres cas. Ça c'est ce qu'on appelle de l'investigation. Ce n'est pas du journalisme dans les affaires de s'il a fait ça, tel a fait ci. Non. Ça, ça doit inspirer. Donc, pour les autres cas, on trouve l'action, on ne peut pas trouver. C'est-à-dire que si le diplôme va poser problème là où celui qui est venu chercher le diplôme l'a amené, à tout le moins, si on ne peut pas trouver celui qui a le diplôme, on peut au moins trouver celui qui a délivré le diplôme et sanctionner. C'est aussi simple que ça. Donc si on commence pas à faire ça, si la personne qui délivre le diplôme n'est plus en mesure de délivrer, celui qui vient chercher aussi ne sera plus en mesure de l'obtenir. Et avec le temps, on va y arriver. Voilà, on va passer à l'autre sujet. L'information a circulé depuis ce matin. Boniyahi et Kiamadou qui veut le répondre à Talon. Selon, en tout cas, les indiscrétions, ce qu'on a pu lire ici et là, un droit, ces deux personnalités auraient, en tout cas par la voix de leur conseil, auraient demandé un droit de réponse à l'ORTB. Le Atchakoudi est mis de côté pour
un droit de réponse direct à l'OATB. C'est vrai qu'on n'a pas eu de confiance. Ça, c'est important à préciser. Nous n'avons pas eu le mot, en tout cas, l'avis de nos confrères de l'OATB sur la véracité de cette requête ou non. Donc, on ne peut pas s'avancer. Je crois qu'il me semble, oui. Il doit me sembler que c'est par rapport à la dernière sortie du chef de l'État. Le chef de l'État a parlé de ce qui est reproché à Rekia, et donc peut-être maintenant je ne vois pas en quoi et par ricochet aussi peut-être à ce qu'il oppose au président Boniaï. Donc si c'est ça qu'ils mettent ensemble et pour parler de droit de réponse, bon, je veux prendre ça comme ça. Maintenant, si je le prends de cette façon, ce dont il s'agit là, il ne s'agit pas de n'importe quelle affaire ou des affaires classiques. On parle ici de sujets sensibles pour lesquels même, ou du moins pour lesquels on cherche des sorties de crise, si je me trompe. Quand je prends le cas de Rekia par exemple, mais vous voulez exercer le droit de réponse en même temps ou dans le même temps, vous parlez de pardon, dans le même temps vous parlez de loi d'amnistie, ça fait tout un mélange. Et moi, à mon avis, ça ne fait pas sérieux. Parce que, admettons même, parce que le chef d'État a été clair par rapport à ça, il ne s'agit même pas d'un problème qui l'oppose lui personnellement à Rekia. Donc, si je prends ce cas-là comme ça, donc, ce qui a amené l'histoire de pardon, accorder ou ne pas accorder. Mais si vous continuez par dire ça, que vous voulez qu'on pardonne, que vous voulez qu'on gracie, et que vous voulez une loi d'amnistie, alors que vous savez qu'il s'agit ici de rapport de force politique. Donc, c'est quoi cette histoire de... Moi, je ne leur dis pas, je ne suis pas leur conseil, je ne leur dis pas... de ne pas en user. C'est quoi encore cette histoire de droit de réponse? Si droit de réponse, vous l'exercez, c'est pour aller ou ensuite pour dire après encore que la loi n'a pas été prise en compte, ou bien que le pardon n'a pas été... Qui veut le pardon reste dans une posture. Parce que, écoutez, vous allez à l'église. Toutes les religions vous diront que quand vous voulez le pardon, la première des choses, c'est de se reconnaître comme pécheur. Mais à quel moment ceux-là se sont reconnus coupables de quoi que ce soit? Les mêmes continuent de dire que ce sont des prisonniers politiques, ce sont des qu'on a emprisonné les gens arbitrairement, et c'est vous qui voulez pardon, et vous voulez amnistie. Donc, j'ai l'impression, pour finir, que ces gens-là nous imposent le calendrier. Ils veulent qu'on... Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué que ce soit ces gens-là qui nous imposent ce dont on doit parler, ce qui fasse le rythme de l'actualité. Qu'on ne puisse pas parler des vrais problèmes qui concernent la vie des Béninois. Et moi, j'ai dit avec des sujets, cette question de loi d'amnistie, je ne sais pas, de pardon, et tout, pour moi, on a déjà posé la question au peuple le 8 janvier 2023. Et le peuple a dit que cette préoccupation n'est pas sa préoccupation principale. C'est les démocrates qui en ont fait leur thème de campagne. Ils sont allés en campagne avec ça. Ils n'ont eu que 24% du suffrage exprimé par les Béninois. Ça veut dire quoi en termes de rapport de force, en termes de démocratie? La majorité est clairement dégagée du côté des autres. Donc le peuple a dit que ces questions, moi, ne sont pas mes préoccupations particulières. Donc moi, je pense qu'il est temps de ranger ça. On ne va pas passer le reste du temps à parler de... À moins que le camp d'en face aussi, la mouvance aussi, décide d'aller à leur rythme. Qu'on puisse parler d'autres choses, qu'on puisse parler des problèmes qui préoccupent les Béninois, des questions de tous les jours, trouver réponse aux problèmes des Béninois. C'est ce qui amènera les gens à mieux boucler les fins du mois, à mieux s'en sortir. C'est pas la libération ou le pardon que l'on veut accorder à quelqu'un, fut-il exilé politique ou prisonnier politique. Je ne dis pas que ce ne sont pas des Béninois, mais là on est dans un contexte. Si on n'a pas... La chose la plus simple, c'est que si vous posez un problème mal posé, ne trouvera pas de solution. Et ici, on est en politique, il n'y a que les rapports de force qui comptent. Ou bien, ils vont continuer par être dans leur déni, parce que pour moi, ils sont dans le déni, ils sont totalement dans le déni, en ne prenant pas en compte les rapports de force et en agissant de cette façon. La proposition de loi a été rejetée en commission, par la commission des lois. Donc, ils ont dit que chaque fois que... Autant de fois que ça sera nécessaire, ils vont réintroduire la loi. Donc, ils sont totalement dans le déni, sans prendre en compte que c'est une question de rapport de force. Et donc, il a une posture qu'il faut adopter. Allez voir les autres discuter avec eux. C'est aussi simple que ça. Si tant est que la libération de leurs camarades les tient à cœur,
Ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, en réalité, pour moi, c'est qu'ils font tout ça, ils font tous ces tapages pour ne pas agir. Ils ne veulent pas agir parce que pour eux, ils veulent maintenir. J'ai même l'impression, et il m'arrive parfois de dire que je pense qu'ils n'ont même pas intérêt à ce que les gens sortent de prison parce que c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont tout faire pour dire voilà, nous on a tout fait, on a voulu. C'est le président Talon qui n'a pas voulu, c'est la mouvance qui n'a pas voulu. Et donc c'est à eux que ça incombe le fait que les autres soient en prison. Et donc pour les prochaines élections, ils iront encore dire voilà, si vous nous donnez maintenant la majorité, on sera en mesure de sortir les gens de prison et que les exilés vont revenir. Donc pour eux, tant qu'il n'y a pas d'exilés, tant qu'il n'y a pas de prisonniers, ils ne peuvent pas faire campagne. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'alternative, ils ne proposent rien. Ça fait 1 an que les 28 députés démocrates, au moins de l'opposition, sont au Parlement. Quelles sont les lois, quelles sont les propositions qu'ils ont eu à faire pour améliorer le quotidien des Béninois? J'en vois pas. Il n'y a que la question de loi d'amnistie ou de pardon qui les préoccupe. Et donc, leurs électeurs, ils n'ont aucun autre problème, ou bien le peuple n'a aucun autre problème que ces problèmes-là, qui en réalité, pour moi, ces questions-là ont été déjà vidées à l'issue des élections du 8 janvier. Vous, pour finir je vais répondre sur 2 plans. Je pense qu'en fait, juridiquement, les conseils de l'ancien président Bouniaï et de l'ex-ministre Rekia Madougou sont fondés. Leur requête est fondée juridiquement, comme eux-mêmes l'ont dit, en se fondant sur le code de l'information et de la communication. Donc je voudrais lire un passage qui dit toute personne, article 123 du code, toute personne physique ou morale ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral, matériel ou financier ou des imputations dommageables susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation dispose d'un droit de réponse. Toute personne interpellée ou mise en cause dans une intervention dispose d'un droit de réponse. Donc, à partir de ce moment-là, le président de la République, à sa sortie, a fait un certain nombre d'allégations qui, bien que mal, n'étaient pas inconnues des Béninois d'une certaine façon. Ce qui était reproché à Rekia Madougou dans le cours de son procès, tout le monde le savait, le chef de l'État est revenu là-dessus. Par rapport à Bouniaï, en insistant sur le fait qu'il n'a jamais été demandeur de pardon et que c'est plutôt Bouniaï parce que lui, il n'avait rien fait pour demander pardon et tout ça. Donc, juridiquement, lorsque vous estimez qu'une information mise sur la place publique, vous estimez que c'est faux et que ça peut vous créer en fait des préjudices, vous avez en fait la possibilité de demander un droit de réponse. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est fondé. Mais politiquement, je trouve que en fait c'est quoi? Vous savez, rappelez-vous du contexte. On était parti, la dernière rencontre avec le président Patrice Talon, je l'avais dit que la question électorale avait été réglée parce que Patrice Talon, président de la République, a donné en fait toute l'attitude de faire quoi que ce soit. La deuxième grande préoccupation des démocrates, c'était la question de pardon, que le chef de l'État a évacué. La seule possibilité qui restait, donc, quand je dis le pardon, c'était en fait le pardon présidentiel à travers la grâce. Le deuxième pardon qui restait, c'est le pardon collectif, donc la loi d'amnistie, puisque ce n'est pas voie parlementaire d'une certaine façon. Donc, toutes les questions là ont été vidées. La loi d'amnistie, on sait que ça ne va plus prospérer. À ce moment-là, l'acteur politique cherche quoi? L'acteur politique cherche un instrument de communication. Et c'est exactement ça. Donc, je ne parle même pas de... Ça me plaît même de parler de Atchakodi, mais là, ce n'est pas de Atchakodi. Parce que moi, j'ai toujours été friand de, comment dire, du dialogue multipartite. C'est-à-dire, tant que les acteurs qui ne sont pas d'accord peuvent trouver, en fait, des mécanismes de discussion, là, d'accord. Mais ici, en fait, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de nous prouver qu'il y a de cela, peut-être de nous dire de cela 8 ans, 9 ans, que non, tel n'a pas bénéficié de pardon de tel, ou bien c'est comment ça s'est passé, ainsi de suite. Ou bien revenez nous ressasser, en fait, l'affaire Rekia Madougou, je ne sais pas, en fait, d'une certaine façon. Donc, j'estime simplement, en fait, que, en fait, le Bouniaï et sa clique avec... y compris avec ses collaborateurs ou peut-être les membres de l'opposition à travers les démocrates, cherchent en fait des éléments en fait de discussion pour toujours continuer, parce que lorsqu'on n'a pas d'éléments pertinents, on se rabat sur comment dire, ce qui coule les rues d'une certaine façon. Et donc c'est ça malheureusement. Et bien entendu, nous avons lu à travers aussi leur communiqué que leur avocat a fait toute la mise sur la place publique. Bon, jusque-là, la chaîne publique, la chaîne d'information publique n'aurait pas encore donné suite à leur requête. Donc, pour moi,
bon, il n'y a même pas lieu de s'y attarder. Vous savez, moi, personnellement, c'est de le dire, le Tchakodi national auquel convoquait peut-être le chef de l'État, je n'étais pas d'accord pour ça. Je serais d'accord pour un autre sujet, mais les questions qui concernent directement les personnes, en vérité, ne doivent pas être des préoccupations qu'on va venir régler sur la place publique. C'est des questions qui concernent la nation, telle orientation, telle politique gouvernementale. D'accord, mais des questions, il y a un talent, ou Patrice Talon, ou on viendra nous ressasser, excusez-moi, on viendra nous ressasser comme certains ont mis sur la toile, peut-être le rôle que peut-être l'ancien ministre Kamadougou aurait joué en 2014-2015, qui tenderait au retour de M. Patrice Talon au Bénin, tout ça. En fait, on va nous rabattre en fait avec les mêmes choses que peut-être l'opinion publique nationale savait déjà. Alors qu'aujourd'hui, de quoi on a besoin? Le Béninois a besoin de vivre mieux. Et moi, j'aurais aimé que davantage d'opposition éprouve la gouvernance. Éprouve la gouvernance, c'est de quoi? En élevant des critiques, d'accord, et des alternatives constructives par rapport à telle ou telle politique du gouvernement, bien documentée. Ce n'est pas la question de réseaux sociaux. En fait, des contradictions bien documentées qui nous permettent de nous orienter. Je suis sûr, en fait, les uns et les autres, même le gouvernement en apprendra forcément quelque chose. C'est comme ça qu'on construit, en fait, une alternative crédible. C'est comme ça qu'on vend, en fait, une alternative aux citoyens qui, peut-être, ne se retrouvent pas, en fait, dans la gouvernance de l'exécutif. Et donc, moi, je voudrais, comme le disais tantôt, que nous revenions en fait à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas les débats de personnes. Voilà, l'essentiel ce n'est pas les débats de personnes, on va finir là-dessus. Merci Mohamed Yamidi, je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Julio Tometi, juriste, analyste politique, gérant du cabinet juriste et associé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges bien évidemment sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page X Télé Live, notre page Facebook Télé en direct. Et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin Télé avec vous, Télé pour vous.